Tient-il dans ses promesses les éléments de réponse aux problèmes qui s'accumulent, ou bien évolue-t-elle un peu aveuglement à l'écart de la société et des problèmes concrets dans une bulle centrée sur la quête d'un bonheur hédoniste? Voilà, donc pour discuter de tout cela, avec moi, j'ai Sylvie Bérard, qui donc habite en Ontario, docteur en sémiologie. Elle enseigne les littératures et la création littéraire à l'université. Sa recherche, avec des travaux qui portent sur la littérature autochtone, queer et la science-fiction. En même temps, elle tient la chronique mensuelle La Page décentrée dans le bulletin de l'association pédagogique et pratique canadienne en création littéraire. Elle a 2 romans de science-fiction chez À lire, Terre des autres, qui a obtenu le prix Boréal, le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois et le prix des lecteurs Radio-Canada, et la saga d'Illige en 2011. Terre des autres est un dramatique choc des cultures entre des humains arrivés sur une autre planète, voilà, et bon, on voit les problèmes qui se créent au fur et à mesure. Elle a aussi écrit un roman-essai, une sorte de nitessence langoureuse, et un recueil de poésie, oublié. Après, Florent Boissonnet, créateur de vitraux contemporains, lesquels vitraux sont principalement inspirés par la science, la physique et l'astronomie, dans le but de faire ressortir les grandes forces de l'univers, les paysages de l'infiniment petit, est le secrétaire de l'association française transhumaniste Technoprog. L'AFT donc cherche à promouvoir les technologies qui permettent de dépasser la condition biologique et sociale de l'humain dans une perspective humaniste, responsable et écologique par rapport aux équilibres environnementaux, aux risques sanitaires qui s'opposent aux visions du transhumanisme libéral, voire ultra-libéral d'outre-Atlantique. Donc c'est peut-être une version plus à gauche de Humanity Plus. Et puis Antonio Caselli, sociologue français, spécialiste des réseaux sociaux, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech et chercheur au centre Edgar Morin. Ses principaux domaines de recherche sont la CAO, donc la communication assistée par ordinateur, le corps, le travail et la politique. C'est un chroniqueur régulier aux émissions La Grande Table et Place de la Toile sur France Culture. Il est l'auteur des Liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité, sur les nouvelles formes de sociabilité contemporaine. Et avec Dominique Cardon, il a écrit « Qu'est-ce que le Digital Labor ?» chez INA. Et son prochain livre, sur le Digital Labor, est à paraître au Seuil. Et puis donc Raphaël Granier de Cassagnac, qui est un écrivain et un physicien des particules au CNRS, qui cherche à caractériser le plasma de quark et de gluon. L'auteur de 2 romans actuellement, de Thinking Eternity et de Eternity Incorporated. Il y aura il y aura une suite, un 3e volume, qui nous montre un futur proche avec les clonages, la réalité virtuelle, les implants cybernétiques. Il a aussi dirigé les premiers ouvrages de la collection Ouroboros, qui nous offre une immersion très imagée dans les univers d'auteurs de science-fiction. Et puis je le remercie une fois de plus de nous avoir invités quand même certains auteurs, grâce à lui et à Mathias Echner, l'éditeur de La Volte, à visiter le LHC au CERN à Genève. Nous avons été ravis de pouvoir voir ce temple de la technologie. Très bien. Donc nous pouvons commencer le débat. Le transhumanisme permettra-t-il de faire face aux enjeux actuels? Et alors de quelle manière? Bonjour. Alors je ne sais pas pourquoi il faut poser aux transhumanistes en particulier de répondre à toutes les échéances que nous avons par rapport à... Est-ce que c'est la réponse transhumaniste que vous désirez, ou est-ce qu'il faut que le transhumanisme réponde à ça? Alors, on pourrait reprendre peut-être la charte, les déclarations de Humanity Plus, qui disait que l'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie,
et qu'il convient de mener des recherches méthodiques pour comprendre ces changements ainsi que leurs conséquences, adopter les technologies à bon escient au lieu de les interdire et planifier l'avenir dans le respect des principes de l'humanisme moderne. Bon, on a déjà une sorte de planification de l'avenir et à ce moment-là, ça concerne tout le monde. Ça, c'était la première déclaration de 1999 qui a été modifiée en 2012 où on dit que l'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie et que ce potentiel qui n'est toujours pas réalisé, face aux graves risques que court peut-être l'humanité en ce moment, il y a des décisions à prendre pour des visions morales et fédératrices qui permettront d'améliorer la société, de donner le bien-être à toutes les intelligences et donc d'arriver à améliorer un petit peu tout ça. Je pense que peut-être qu'avant l'amélioration de l'humain devrait peut-être pouvoir d'améliorer le reste de la planète, de l'environnement. Si je comprends bien, Claude, la question que tu poses, c'est est-ce que donc le transhumanisme est souvent vu comme l'affaire d'un petit nombre de gens. Est-ce que ça peut être utile pour régler les grands problèmes de l'humanité? Il faut peut-être les citer en fait. Le réchauffement climatique en est un évidemment. Je crois que dans l'intitulé, on parlait aussi de l'exploration de l'espace. Est-ce que la démarche transhumaniste peut nous aider, non pas à améliorer des humains dans leur individualité, mais à participer d'une grande aventure humaine générale? Voilà, c'est ça. Ben, en ce qui concerne notre planète, peut-être pas pour les voyages sur d'autres planètes, mais j'hésite à considérer si c'est une solution courageuse ou paresseuse. Dans le sens où on a une planète bousillée, qu'on a nous-mêmes bousillée, alors on se dit « Ah, ben pas de souci, on va se transformer, on va s'adapter à la catastrophe qu'on a causée, pas de problème », au lieu de transformer, au lieu de transformer les habitudes humaines, qui serait aussi une sorte de transhumanisme plus humaniste. Alors j'hésite un petit peu à penser que c'est la solution miracle au désordre qu'on a instauré. Oui, enfin, ce que tu veux dire, donc c'est plutôt l'adaptation au changement, tant pis on ne peut rien y faire, plutôt que d'essayer de remédier à la situation. Oui, c'est ça, on n'arrive pas à respirer dans l'air qu'on a contribué à polluer, alors ben, changeons nos poumons. C'est sûr que ça utilise la créativité humaine et c'est parfait pour les auteurs de science-fiction, mais pour une espèce, je ne suis pas certaine que c'est la solution qui me plaît le plus. D'une manière générale, les transhumanistes ne pensent pas, bien qu'il puisse y avoir certains qui pensent qu'on doit se transformer pour s'adapter aux changements qu'on a nous-mêmes induits dans l'écologie. Mais en général, c'est pas le but. L'idée, ce serait quand même de contenir ce problème écologique et de se transformer pour d'autres manières. Maintenant, si ça peut être un outil qui nous aide malgré tout, malgré nous, à le faire, peut-être, mais ce n'était pas le but premier. Et pareil pour le voyage dans l'espace, l'idée en général, même si certains, un très petit nombre, ont pu dire que la planète est en danger, allons en trouver d'autres, je crois que c'est très restreint comme nombre de gens qui puissent penser ça. En général, l'adaptation auquel on pense pour le spatial, c'est effectivement, notre corps n'est pas adapté au milieu spatial. Si on peut l'adapter mieux, on fera explorer l'espace de manière plus aisée, plus efficace. Voilà, c'est le sujet. Mais l'idée n'est pas d'aller trouver une autre planète pour jeter celle qu'on a abîmée déjà. C'est pas l'idée qui court parmi les transhumanistes en général.